Pour que les sols cultivables donnent de bonnes productions, ils ont besoin des éléments minéraux nécessaires et suffisants que les plantes absorbent afin de donner de bons rendements. Quand on considère la situation actuelle ou le diagnostic actuel des sols du Burundi, on peut se demander s'ils sont productifs comme avant ou pas. Quelles sont les caractéristiques des sols fertiles? À toutes ces questions, l'expert Salvatore Kaboneka, professeur et chercheur des universités, donne son point de vue en se basant sur ce qui caractérise un sol fertile. Il y a un document très récent et j'invite vraiment tous ceux qui sont intéressés de consulter ces documents. C'est la cartographie de la fertilité des sols du Burundi qui vient de sortir. La lecture de ces cartes vous dit que les sols burundais sont complètement appauvris dans tous les éléments. Ce sont des sols fortement acides, fortement. Pour ceux qui savent, le niveau d'acidité, pH inférieur à 5,5, pratiquement 75% du territoire national. Déficience, ça veut dire manque criant, manque élevé. De phosphore, ça c'est un élément majeur. Manque, et ça c'est nouveau par rapport à ce que nous avions avant, manque de potassium. Forcément, manque de calcium, manque de magnésium, manque de potassium, parce que c'est lié à l'acidité. Et un excès de concentration d'un élément dont nous n'avons pas besoin et dont la plante n'a pas besoin, c'est l'aluminium, symbole de l'acidité. Forcément, pauvre en carbone, pauvre en azote. Pourquoi? Parce qu'il y a l'érosion. Ce que vous devez savoir, c'est que l'horizon de surface, qui est l'horizon de surface, qui contrôle, si vous voulez, tout le profil, tout le processus dans le sol, c'est l'horizon organique. Or, c'est cet horizon organique qui est soumis à l'érosion, laquelle érosion est exacerbée par les pentes, donc la situation topographique, mais également par la pression démographique. Culture après culture, culture après culture, culture après culture, et la pluie, même si elle vient de temps en temps difficilement, quand elle vient, elle nous prend cet horizon. Donc, globalement, tous les sols burundais d'altitude, à 75%, sont très appauvris en éléments nutritifs. Les caractéristiques d'un sol fertile, il y a plusieurs propriétés qui sont nécessaires. Il y a les propriétés physiques, comme la porosité, la perméabilité, le potentiel d'infiltration, la résistance à la température, n'est-ce pas? Et il y a suffisamment d'éléments nutritifs qui doivent être là. Ils sont au nombre de 16 globalement, mais 13 sont les plus importants. NPK, calcium, magnésium, soufre, fer, cuivre, zinc. Il y en a 13 si on exclut le carbone, l'hydrogène et l'oxygène qui se trouvent dans l'environnement. Ils doivent avoir un niveau suffisant pour la production agricole. Mais il y a un indicateur central. C'est pourquoi l'acidité, on en parle. La notion de pH, qui est la mesure d'acidité, un sol, lorsque vous avez un sol qui a un pH entre 6 et 7, le mieux égal à 7, vous êtes sûr que ça c'est un très bon sol, que tous les éléments sont là, que l'activité microbienne est correcte, que la chimie est correcte et que l'agronomie de manière générale est très correcte seulement. Maintenant, le problème, c'est que notre sol, le pH a diminué, il est allé jusqu'à 5,5. Je peux vous dire que certains terrains sur lesquels nous travaillons vont jusqu'à des pH 4. Ça, c'est de l'acidité. C'est comme l'acide sulfurique dilué un peu. Ça brûle. Ça brûle quoi? Ça brûle les micro-organismes, ça brûle les racines. Et si les racines sont brûlées, comment la plante peut-elle se nourrir? Particulièrement la partie absorbante qui est constituée par les poils absorbants. Il est remarquable que les sols du Burundi ne sont plus productifs comme avant. Alors, comment serait un bon fertilisant pour restaurer la fertilité du sol? Quels sont les sels minéraux appropriés pour avoir un bon rendement et quelles sont les bonnes pratiques que l'agriculteur devrait mettre en œuvre pour valoriser les sols cultivables? Ici, le professeur Salvatore Kaboneka nous donne des éclaircissements. Regardez la structure du sol, la partie organique, la partie minérale en bas, les pieds, et au milieu, si vous voulez, il y a ce qu'ils appellent les horizons mixtes, qui ont les caractéristiques de l'horizon organique de surface et l'horizon minéral de profondeur. C'est ça la structure du sol. Alors, pour ramener le sol tel qu'il était avant que l'homme ne se nourrisse de ces éléments nutritifs et l'appauvrit, il faut amener ces éléments nutritifs qui ont été emportés ailleurs. On appelle ça la loi de la restitution, qui est rarement respectée. Ça, c'est un. Deux, il faut aussi ramener, reconstituer, régénérer l'horizon organique. Donc, faire comme Dieu a fait. Et comment on le fait? On amène la matière organique, le fumier, on amène les éléments minéraux,
on les met ensemble. Et si vous les mettez ensemble, vous avez ce que vous appelez les fertilisants organominéraux. Il y a une chose que je voulais souligner. Lorsque vous regardez l'alphabet, vous faites A, B, C, D comme on l'a fait en première année ou en deuxième, je ne me souviens plus. Le M vient avant le O. On dit M, N, O. Mais pourquoi lorsqu'on parle de fertilisants mixtes, matière organique et minéraux, on dit organominéral? On inverse l'alphabet. Ben, il y a une raison. C'est que probablement la composante la plus importante qui gère la vie du sol, qui contrôle la vie du sol, qui contrôle le fonctionnement physique, chimique et microbiologique du sol, c'est la partie organique. C'est le plus important. C'est le plus important avant les minéraux. C'est d'autant plus important ici, dans les sols tropicaux et dans les sols du Burundi, que les sols du Burundi sont constitués par un minéral argileux incapable de retenir les éléments nutritifs qu'on met dans le sol. On appelle ça la kaolinite. Ce que je dis, c'est que si vous mettez 100 kg de potassium dans un sol contenant la kaolinite, si la plante prend 10 kg, les autres 90, l'eau vient, les emporte où elle veut. Donc une fertilisation purement minérale dans les sols typiques du Burundi, c'est une perte de temps, c'est une perte d'énergie, c'est une perte d'argent, c'est un risque environnemental. Et pour éviter tout ça, combiner. Pourquoi? Parce que la matière organique a une capacité de retenir ces éléments pratiquement 40 fois plus élevée que le minéral que nous avons. Donc vous améliorez le pouvoir réservoir, le pouvoir grenier du sol, le pouvoir rétention des éléments nutritifs en amenant la matière organique qui préservera les éléments que vous aurez apportés pour les saisons suivantes. Ça, c'est une vision productiviste, commerciale. Il me faut les 8 tonnes. Mais 8 tonnes, demain tu as 1 tonne. Est-ce que ce n'est pas mieux de regarder dans la durée, ce qu'on appelle l'effet résiduaire? L'effet résiduaire, ça veut dire que cette matière organique ayant retenu ces éléments-là, vous permettra de produire la deuxième saison, la troisième saison. C'est ça la durée, c'est ça la vision de durabilité. Et cette durabilité est assurée par cette composante organique. Parce que les engrais, on les met chaque saison. La lecture diagnostique de nos sols, ils sont acides. Acide, ça veut dire pauvres en calcium et en magnésium, qui sont des cations qui régulent l'acidité ou l'alcalinité du sol. Je vous ai dit que les sols burundais sont pauvres en matière organique et ils sont également pauvres dans tous les éléments nutritifs, pratiquement. Parce que l'aluminium, on ne le considère pas comme un élément nutritif. Et ça veut dire tout simplement, la première problématique, et c'est consensuel, je pense, parmi les scientifiques du sol, la première problématique dont il faut trouver solution, c'est la correction de l'acidité, cholage, calcium, magnésium. Deuxième problématique, c'est de doter au sol du pouvoir de retenir les éléments nutritifs auxquels on y ajoute. Ça, c'est la matière organique, numéro 2. 3, maintenant, tu mets les engrais, mais après avoir préparé les conditions nécessaires pour la valorisation de ces engrais en rapport avec la correction de l'acidité. Parce que corriger l'acidité, ça veut dire quoi? La vie microbienne reprend, la vie florique reprend, la végétation, les racines s'épanouissent et donc puisent les éléments nutritifs. Et maintenant, vous amenez ces engrais-là, ils seront valorisés. Dans le but d'avoir des récoltes en quantité suffisante et satisfaisante, l'agriculteur devra utiliser des intrants suffisants et de bonne qualité. Actuellement au Burundi, nous avons une usine qui produit localement des engrais organominéraux appelés FOMI. Cependant, certains disent que ces engrais ne donnent pas de rendement escompté, surtout pour la culture du riz dans la plaine de Limbo. Le professeur Salvatore Kaboneka fait son commentaire sur cette question. Culture de riz ou toute autre culture, maïs, manioc et tout ça, a des besoins pour une production optimale. Du moment que vous respectez ces besoins-là, quelles que soient les quantités que vous appliquez, je parle des sources, il n'y a pas de problème. Autrement dit, si la culture de riz avait besoin de 75 kg d'azote, 30 kg de potassium, et 30 kg de potassium et 30 kg de phosphore, si vous appliquez cette quantité-là avec les engrais azotés, urée, DAP, KCl, vous aurez la production qu'il faut. De même, si vous amenez les mêmes quantités avec n'importe quel fumier, organominéral ou organique ou minéral. Organique, c'est plus compliqué parce qu'il vous faudra beaucoup de quantité, n'est-ce pas? Il n'y a aucune raison que cette plante ne réponde parce que la plante, quelle que soit la plante, ne discrimine pas l'azote qui vient
du DAP, de l'urée, de l'azote qui vient du FOMI, de l'azote qui vient de 20-10-10 qui est un engrais ternaire, ou de l'azote qui vient du 17-17-17 qui est de l'engrais ternaire. Ce n'est pas un problème. Ce qui est important, c'est qu'il faut que cette quantité dont la plante a besoin soit suffisante. Vous faites moitié dose, vous aurez. Vous faites 3/4 dose, vous aurez. Vous devez avoir les quantités qu'il faut. Le problème pour moi, c'est au niveau de la vulgarisation, carrément. C'est au niveau de la vulgarisation, et je sais qu'il y a des fiches qui ont été produites pour la culture de riz, quelle est la quantité de tant, FOMI, tout ça. Pour la pomme de terre, il y a des fiches qui sont là. Ce qu'il faut maintenant, c'est la vulgarisation, qui se situe, si vous voulez, pour moi, au niveau de FOMI, producteur de ces engrais, et le ministère de l'Agriculture qui est aussi qui est responsable en premier, n'est-ce pas, pour diffuser. Il doit y avoir une organisation dans le service de suivi, évaluation, dans le service après-vente. Ça, c'est une approche que toute structure commerciale fait. Il faut savoir comment mon produit est-il apprécié ici, pourquoi il est apprécié ici et ne pas être apprécié là, quelles que soient les conditions, et savoir les raisons, et ramener ces informations au niveau décisionnel central. Sinon, au niveau du produit, pour moi, au niveau chimique, de toute manière, je suis sûr que toute personne qui veut, il peut faire analyser les contenus chimiques. C'est standard. Donc, du moment que la formule est la même, et qu'on sait les besoins de telle culture, et que l'on sait calculer les quantités qu'il faut pour respecter les besoins, il n'y a aucune raison. Dans cette même ordre d'idées, les gens croient et disent que les fertilisants organominéraux produits par l'usine FOMI contiennent moins d'éléments nutritifs par rapport aux engrais classiques. Ici aussi, l'expert donne son point de vue et leur impact sur l'environnement. Un produit, tu le fabriques. Le DAP, c'est un engrais binaire qui contient l'azote et le phosphore. Binaire, qui contient 2 éléments, n'est-ce pas? L'urée, c'est un engrais simple qui contient un seul élément, 46%. Les engrais ternaires que nous connaissons ici, c'est 20-10-10 ou 25-5 pour la théiculture. Il y a 17 éventuellement pour le fruitier, n'est-ce pas? Plus vous avez des éléments dont le nombre augmente, dans un sac de 50, plus vous augmentez les éléments, plus les quantités des éléments que vous pensez, comme l'azote, devront diminuer pour donner la place pour une unité pondérale donnée, pour 50, pour 100, qui ne sont pas extensives. Ça veut dire que vous allez diminuer la quantité des éléments certains, pour laisser la place aux d'autres éléments, et vous gagnez en élargissant la gamme des éléments dont la plante a besoin. Il y en a 13. Le jour où on va arriver à produire un engrais avec 13 éléments, je vous garantis que l'azote de toute façon va diminuer, le phosphore va diminuer, le potassium va diminuer, pour laisser la place à ces différents éléments pour une unité pondérale fixe. 50 ou 100. Normal. C'est très normal. Pour moi, ça c'est de la pure logistique. Compréhensible. N'est-ce pas? La même chose. Si tu veux mettre dans un sac de 50 kilos, normalement qui était destiné aux haricots, tu veux y mettre le maïs et tu veux mettre autre chose. Mais forcément, la quantité de maïs que tu vas mettre dans ce sac, n'est-ce pas? Ce sera la somme qu'il faut considérer. Ce ne sera pas l'élément azote que tu vas considérer. Parce que tu gagnes en diversité. Tu gagnes en nombre. Et le nombre dont la plante a besoin en éléments nutritifs est connu. Là n'est pas le problème. Parce que s'il s'agit de calculer la quantité d'azote, de phosphore, de potassium, de calcium dont la plante a besoin, suivant les normes, vous calculez. Probablement que vous allez augmenter les quantités. N'est-ce pas? Mais ce que vous oubliez, par exemple en prenant le cas de FOMI, FOMI n'apporte pas seulement NPK. Pourquoi on doit considérer et le comparer au DAP, à l'urée, au KCL, qui apporte 2 éléments ou un élément? Mais FOMI apporte calcium, magnésium. Pourquoi on ne peut pas considérer ces éléments? N'est-ce pas? Donc, diversité des éléments nutritifs, c'est l'objectif, parce qu'on sait le nombre d'éléments dont la plante a besoin. Un seul élément ne suffit pas, 2 éléments ne suffisent pas, 3 éléments ne suffisent pas, en tout cas sont moins productifs que 5 éléments tels que nous les connaissons dans les formulations FOMI. Lorsque vous comparez justement ces engrais ternaires, parce que jusqu'à aujourd'hui au Burundi, on avait les engrais ternaires, peut-être pas pour le coton, éventuellement pour le palmier peut-être pour la canne, je ne suis pas sûr. Le coton, je sais qu'il y a un 4e élément. Jusqu'à aujourd'hui, c'est 3 éléments. La science nous dit pour qu'une plante produise, au-delà du carbone qui se trouve dans le CO2 et l'hydrogène et l'oxygène qui se trouvent dans l'eau, la plante doit avoir accès à 13 éléments. Il y a des normes.
C'est l'idéal, vous allez me dire. Mais l'idéal, on atteint l'arme. Mais c'est 13 éléments. Aujourd'hui, 3 éléments. DAP amène 2, complété par l'urée pour l'azote, et 3. Sur une liste de 13 éléments dont la plante a besoin. C'est loin, hein? On est vraiment très loin. Au-delà des effets qui ne sont pas positifs des engrais sur le sol et sur la vie du sol. 3. Avancer. 2 éléments supplémentaires au niveau de FOMI, calcium et magnésium, en réponse à la problématique acidité, qui exclut pratiquement toute disponibilité des éléments utiles. 5, de 3 à 5. Alors, surprenant, je viens d'apprendre, sur base des analyses, n'est-ce pas, qui ont été faites dans un laboratoire européen, notamment en Belgique, que finalement ces engrais FOMI contiennent d'autres éléments, qu'on appelle les microéléments, dont la plante n'a pas besoin de beaucoup, parce qu'ils ont un rôle spécifique, un rôle enzymatique, d'activateur de la croissance. Quels sont ces éléments qui sont dans FOMI? Il y a le molybdène. En parenthèse, le molybdène, c'est l'élément qui contrôle la fixation biologique de l'azote, des légumineuses, le soja, le haricot et tout ça. Molybdène, donc, soufre, cuivre, zinc. En parenthèse aussi, le zinc et le cuivre sont les éléments les plus déficients en termes de microéléments ici au Burundi. Donc, autrement dit, avancer. De 3 éléments hier, 5 éléments aujourd'hui, et si les analyses sont confirmées, de 5 éléments à 9 éléments dans FOMI, je dis c'est une avancée intéressante qu'il faut absolument suivre et supporter. L'idéal, 13 éléments. C'est un processus. Pour manifester la véracité des choses, nous avons visité certains agriculteurs dans les provinces Kayanza et Karoussi et ont témoigné la plus-value des fertilisants organominéraux produits par l'usine FOMI quant à la restauration des sols cultivables. Nous apprécions beaucoup les engrais de FOMI et les tenons en considération. Ce qui le justifie est qu'après la récolte, certaines espèces d'herbes qui auparavant avaient disparu réapparaissent, notamment Bidens pilosa, Gallisonga parviflora, Bithyocline longipes, ce qui permet même aux éleveurs de petits animaux domestiques comme lapins et cobayes de trouver les herbes pour les nourrir. Ça, c'est Gallisonga parviflora qui prouve que le sol est fertile, ainsi que ce Bidens pilosa aussi confirme la restauration de la fertilité du sol. Cette herbe, qui s'appelle Micania capensis, ne s'observait auparavant que lorsqu'on pratiquait la mise en jachère des champs de culture dans les marais, mais aujourd'hui, elle est repousse grâce à l'engrais organominéral qui a restauré la fertilité du sol. Salvatore Kaboneka répond aussi à la question concernant le problème lié à la gestion de stockage où les gens se plaignent comme quoi les engrais de l'usine FOMI, lorsqu'ils sont stockés, ils prennent de l'eau et se solidifient. La gestion des engrais, quels que soient les engrais, qu'ils soient minéraux ou organominéraux ou d'autres produits, la gestion est assez difficile, c'est important. Il faut conserver ces différents produits, y compris les engrais minéraux, les engrais organominéraux, dans des conditions idéales, donc loin de l'humidité. Autrement, tous ces produits sont hydrophiles, ils absorbent facilement l'eau et se solidifient. Et c'est la même chose que pour les autres produits, même le ciment, c'est la même chose. L'idéal, c'est de respecter les conditions de stockage sur palette, sur le revêt, sans contact direct avec le sol, le ciment, sans contact direct avec les murs. Et tout produit a une durée de conservation, mesdames et messieurs. Ça veut dire qu'il ne faut pas s'attendre à stocker dans des conditions non idéales le produit FOMI ou tout autre produit et s'attendre qu'il garde la même valeur. Il perdra certainement de son caractère physique en absorbant l'eau. D'autant plus que l'air, de toute façon, dans certaines zones, contient beaucoup d'humidité relative, notamment en montagne. C'est différent dans des zones un peu séchées. Pour moi, c'est une question qui trouve solution et facile, gérer les conditions de stockage. Tenant compte de toutes ces considérations, il montre la valeur ajoutée des engrais produits par l'usine FOMI sur les sols burundais et lance un appel à l'endroit des utilisateurs de ces engrais. Idéalement, ce DAP et cette urée ne devraient pas être appliqués dans le sol sans être associés à la chaux, calcium et magnésium pour diminuer l'acidité résiduelle associée à ces engrais et éviter qu'on ajoute le mal au mal en apportant de l'acidité.
avec les engrais à l'acidité qui se trouve dans le sol. Je vous dis, calcium, magnésium, c'est la solution. Mettre ensemble, c'est ce que FOMI fait, n'est-ce pas? Il y a un problème réel dont beaucoup de gens ne se rendent pas compte, mais dans certaines zones du pays, je sais que ça en sont. Gitega, les plateaux centraux, c'est la zone où les engrais ont été introduits par la FAO. Ils en ont utilisé des années avec de moins en moins de la matière organique. L'élément le plus limitant la croissance des micro-organismes dans le sol, qui font la vie du sol, c'est ça la vie du sol. La santé du sol, ce sont les micro-organismes qu'on ne voit pas et qu'on ignore, c'est le carbone. Et le carbone se trouve dans la matière organique. Alors, si vous faites une fertilisation purement minérale, NPK, année après année, la plante a besoin de carbone, vous n'apportez pas de carbone dans ces engrais, les micro-organismes ayant besoin du carbone, il faut chercher ce carbone dans la matière organique. Ils mangent la matière organique concomitamment à l'apport des minéraux. Ils mangent jusqu'à terminer la matière organique et le carbone. Et la matière organique, si vous savez, c'est ça la porosité, c'est ça la circulation de l'eau, c'est ça la circulation de l'air, c'est ça la porosité, c'est ça la friabilité. Et donc, si ces micro-organismes, en se nourrissant ou trans de ces minéraux que vous avez amenés par la fertilisation purement minérale, ils ont consommé entièrement le carbone du sol et vous perdez toutes les caractéristiques, notamment physiques, chimiques et biologiques. Vous avez un sol compact, imperméable. Ça, c'est une réalité. Accompagner ces engrais par la matière organique pour les raisons que je viens de citer, mais également en vous rappelant que le sol est fait organique et minéral. Copiez la nature, s'il vous plaît. Au moment au Burundi, les sols sont tellement lessivés, désaturés, qu'ils vont remonter le niveau de ces différents éléments en même temps que vous appliquez la matière organique jusqu'au jour où vous êtes en retour à la nature et vous gérez la nature, vous appliquez la matière organique, ça suffira. Ce sont les étapes sur lesquelles on est arrivé en Europe avec l'agroécologie. Et ce mouvement d'agroécologie gagne de plus en plus le Burundi aussi. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui travaillent dans ce sens. C'est ça la santé du sol qui donne la santé de l'homme, qui donne la santé de l'animal. C'est la voie. Pour moi, c'est la voie scientifique, très objective et agronomiquement valable.